Bonjour à toutes et à tous. Bien oui, c'est la première émission de l'année 2008. Alors écoutez, on vous souhaite une très bonne année. Dégustez du vin, faites-vous plaisir. Et puis à propos du vin, justement, je vais vous lire un poème de Charles Baudelaire. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes et traitons-le comme notre égal. Bonjour Morcine. Bonjour Isabelle. C'est une belle entrée en matière par Charles Baudelaire. C'est un beau texte par de rapport Baudelaire, au vin. Exact, ouais, c'est très joli comme texte d'ailleurs. Bonne année à toi Morcine. Bonne année, bonne santé surtout. Et un excellent millésime pour tous les vignerons qui nous écoutent et qui ne nous écoutent pas d'ailleurs. Et puis bienvenue à Roman Guibert, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'invité de Vitivinifera aujourd'hui. Alors vous êtes du mas d'Omasgassac, bien connu dans la région, situé sur Agnan. Vous êtes donc, vous avez repris l'exploitation de votre père, Aimé Guibert. Alors Morcine, moi j'aime bien te demander à chaque fois, qu'est-ce qui t'a donné envie donc d'inviter Roman Guibert aujourd'hui? Bon, c'est sûr que Mas d'Omasgassac, c'est toute une histoire, toute une aventure par rapport au vin dans la région Languedoc-Roussillon et dans l'Hérault. D'une part, aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie d'inviter le Roman Guibert, d'autant plus qu'on est dans une phase de transition aujourd'hui dans le monde viticole régional, on va dire. Il y a un nouveau fer de lance qui se met en place. Il y a une nouvelle génération qui se met en place. Il y a une révolution qualitative et commerciale qui se fait également. Donc, j'avais envie d'inviter le Roman, d'autant plus que là, il arrive dans une période où on est effectivement en pleine crise viticole, mais d'une part, mais d'autre part, il y a des vignerons qui vendent leur vin, d'autres qui le vendent très très mal. Donc j'avais envie aussi qu'il vienne nous parler de son domaine qui, aujourd'hui, est un de ces domaines grâce auxquels on peut parler du Languedoc-Roussillon dans la mesure où ça a été les précurseurs au niveau de la qualité dans ces régions. Donc le fait d'avoir Roman ici, c'est un grand plaisir. Merci déjà d'être venu. Le plaisir est pour moi. Et j'ai vu que depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, je crois que tu as repris plus ou moins le flambeau de ton père, on va dire, même si c'est peut-être un grand mot. Tu arrives quand même à faire toujours dans la continuité le travail qu'il faisait ton père, avec ton frère, bien entendu, je crois. Donc j'avais envie de te demander, quelle est la différence aujourd'hui entre le travail qu'il faisait ton papa au début et le travail que tu fais avec ton frère aujourd'hui? Alors, avant de répondre à la question directement, simplement une petite précision, par respect déjà pour mes frères et mon père. Aujourd'hui, bien que mon père ait dépassé, on ne dira pas exactement son âge, mais bien qu'il ait dépassé les 80 ans, il est à 200% au domaine, parfois le matin avant nous. Donc, c'est sa vie. S'il entend c'est sa vie, le domaine. Complètement. Comme d'autres, j'entendais Drucker qui disait qu'après la télévision, il y aura la mort. Je crois que voilà, il s'inscrit dans la même logique et pour notre grand plaisir à nous, parce que c'est la transmission. Elle ne s'arrête pas à un âge donné, elle est éternelle et quand les personnes sont plus là, après il y a les écrits. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on travaille. Et puis avec deux autres de mes frères, Samuel l'aîné qui est là depuis 7 ans maintenant, Gaël qui a rejoint le domaine l'année dernière et moi depuis 4 ans. Donc c'est très collégial tout ça. Et après, pour ce qui est de la continuité, il est certain que d'Omasgassac est né il y a 30 ans. On a, avec mes frères, vu naître ce domaine comme un autre membre de la famille. Et c'est vrai que ce qu'est le domaine, ce que ça représente, pour nous, ça s'inscrit dans un respect total de l'environnement. Donc à partir de là, on ne peut que continuer dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de profond respect de ce qui nous entoure, quoi. Je voulais juste poser une question à Roman par rapport justement vous avez repris ce domaine. Est-ce que à un moment donné pour vous c'était obligatoire de reprendre quand on est le fils Guibert, on peut pas faire autrement. Il faut préciser qu'il y a 50 hectares, c'est un domaine important. Ou est-ce que vous aussi vous l'avez fait dès le départ par passion? C'est un vaste sujet la transmission, et c'est vrai que ça me passionne beaucoup d'entendre dès qu'il y a des discussions à ce niveau-là.
Pour dire vrai, quand j'étais plus jeune, je crois que jusqu'à l'âge de 18 ans, je rejetais un petit peu, surtout au moment de l'adolescence, je rejetais un peu le vin, parce que c'est quand même un sujet de beaucoup de discussions à table, et qu'on a du mal à faire sa place, et on a besoin de la faire. Et j'avais un profond amour et une fierté pour tout ce que représentait le travail qu'avaient été réalisé mes parents, mais de me visualiser moi dans ce domaine, c'était pas net. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir en Nouvelle-Zélande une année. Mais vraiment plus parce que je savais pas ce que je voulais faire en fait, et il se trouve que c'était une très grosse boîte de vin. Donc vous êtes parti en Nouvelle-Zélande travailler dans le vin quand même. Un an. Ouais, enfin, c'était uniquement commercial là, hein. Mais bon, on vendait du vin. Et ça m'a plu en fait. Ce qui m'a plu en fait, c'était une approche qui n'a rien à voir avec l'approche française, c'est-à-dire un exemple, en boîte de nuit, on commandait un verre de chardonnay, voilà. Alors que nous ici, ça a peut-être un peu la couleur, mais c'est plutôt du whisky. Et ça commence dans les boîtes de nuit, le rosé notamment. Les jeunes commencent à commencer à commander et à consommer du rosé en boîte de nuit. Je pense qu'ils auront moins mal le lendemain. Et je trouve ça beaucoup plus convivial. De toute façon, le vin, c'est aussi ça, c'est la convivialité et la fête. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je n'avais pas encore connu ça en France, cet esprit hyper jeune qui se mariait avec le vin dans le quotidien. Et en Nouvelle-Zélande, voilà. Et puis au niveau des événements sportifs, le vin était vraiment un acteur très important. Il sponsorisait les All Blacks, etc. Donc j'ai découvert une autre approche qui avait rien à voir avec celle de la France, qui était différente, voilà. Et du coup, ça m'a permis quelque part de démystifier tout ça et de revoir la chose avec plus de simplicité et de pouvoir vraiment après le savourer voilà, d'une manière beaucoup plus simple. Et je crois que c'est l'essence. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont peur du vin parce qu'ils pensent que c'est hyper compliqué, alors qu'avant tout, c'est le plaisir, quoi. Ben voilà, en tout cas, c'est un témoignage qui est intéressant. Donc, vous avez quand même, après, fait des études liées au vin, puisque vous avez passé un BTS viti-œnologique. Voilà, histoire de, le jour où je serai ici, je suis au chômage, d'avoir un diplôme. Mais alors, c'est très intéressant ce qu'on apprend à l'école, mais après, il y a la réalité du terrain, et c'est là qu'on se rend compte que il est très intéressant d'avoir multiplié les expériences, quoi. Mais vous, la réalité du terrain, vous la connaissiez? Étant dans une famille quand même. Mais au niveau technique, au niveau vinification, contrairement à la façon dont on fait les crêpes où on sait la dose de sucre, de farine et les œufs, là pour le vin, chaque millésime, on refait entre guillemets la recette, et ça, c'est jamais pareil. Voilà, mais il y a qu'une observation et un vécu de plusieurs millésimes qui permet d'approcher, je pense, un stade où on fait un peu moins d'erreurs et où on va respecter d'autant plus la vraie personnalité que le millésime a nous apporté, hein. Mais d'autant plus que cette formation, certainement, elle a dû te permettre d'avoir quand même une base pour justement de savoir de quoi tu parles. C'est indispensable. C'est indispensable, ouais. Pour la base. Après, dans la pratique, c'est sûr que c'est sur le terrain que ça se fait, ouais. Ouais. La base, comme pour tout, hein, c'est les clés, quoi. Et après, ça permet de mieux appréhender, mieux circuler dans cet univers, aussi bien au niveau technique qu'au niveau commercial, puisque c'est aussi le nerf de la guerre, hein. Et c'est à Montpellier que tu as fait ta formation? Carpentras. Quelque part, j'ai eu de la chance. Je voulais à tout prix être à Montpellier pour faire allier les études et le bon temps. Et finalement, je n'ai pas pu être pris. Et à Carpentras, j'ai découvert un univers. Donc c'est la vallée du Rhône, hein, vraiment le bas de la vallée du Rhône, mais un univers de terroir plus ou moins d'ailleurs avec notoriété, qui était très très intéressant, et je pense aux Côtes du Ventoux qui sont méconnus dans notre région et qui sont des vins faits par des vignerons paysans et qui méritent à être connus, et j'ai vraiment profité de ces 2 années là-bas parce que il y avait une approche terrien qui c'est ce qui me plaît, hein, c'est surtout pas l'industrie, quoi. Vous écoutez Vitivinifera sur Radio Pays d'Hérault. Morcine et moi-même, nous recevons aujourd'hui
roman Guibert, Dumas, Domas, Gassac, qui a toute une histoire, n'est-ce pas, le Morcine? Exact, Isabelle. Et justement, c'est ce que j'allais demander à Roman, de nous parler un petit peu en amont de l'histoire, un petit peu de la jeunesse du Domas Gassac, justement. Comment ça se fait que du jour au lendemain, je sais que ton père est passé de gantier ou dans le cuir à vigneron. C'est vrai que c'est une étape assez surprenante d'ailleurs. Ouais. Alors, d'ailleurs, je suis allé visiter la semaine dernière le musée de Millau du cuir. Une belle visite à faire, où il y a un beau témoignage de ces grandes familles et ces grandes entreprises qui ont marqué l'histoire du cuir à Millau et qui ont quasiment toutes disparu. C'est un beau témoignage. Donc, pour revenir en tout cas à Domas Gassac, le passage s'est fait en fait, je crois avant tout par rapport à une histoire, un coup de foudre. Mon père a rencontré ma mère. Ça s'est traduit aussi par le fait de déménager. Et le hasard des choses a fait qu'ils ont découvert, au cours d'une balade dans la forêt, un vieux mas abandonné qui appartenait à la famille Domas, d'où le nom Mas Domas. Gassac étant la rivière qui traverse le domaine. Et ce vieux mas était donc abandonné. Les parents ont réussi à trouver les propriétaires et ont racheté ce mas. Mais pendant les premières années, ça a toujours été dans une optique d'y habiter, pas de faire du vin ou de l'olivier ou du maïs. Et la question s'est posée après. Quel métier, quoi faire de tous ces hectares autour du domaine. Et la chance était là. Un ami de mon père, Henri Angelbert, qui était géologue, est venu à passer une journée à analyser le sol. Et puis, verdict, vous avez un terroir singulier, unique dans la région, très pauvre, où le sol est très bien drainé, où les racines pourront puiser en profondeur. Plantez un cépage noble, vous ferez un grand cru. Bon, je crois que mon père était très amateur de Bordeaux, et le pinot noir il faisait trop chaud pour pouvoir planter du pinot noir. Donc le choix a été de planter du cabernet sauvignon. Mais sans ces mots enthousiastes de Henri Angelbert, il est possible qu'aucun domaine serait né. Mais le domaine, il avait acheté ce mas justement, mais avant il était dans l'industrie du gant, donc il avait arrêté déjà. Alors pas tout à fait. Ouais. Alors le détail, c'est simplement que il a fait une transmission à mes frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, de cette entreprise qui s'appelait Guibert Frères, qui était une entreprise, je crois, de 4 ou 5 générations derrière, où on tannait, on fabriquait des gants, c'est des œuvres d'art, quoi. Et donc, après, il se trouve que économiquement, et puis au niveau de la société, les mœurs ont changé. Le cuir, le port du cuir a complètement disparu. Là, je crois aussi le gouvernement français n'a pas forcément soutenu cette industrie-là, comme d'autres industries. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà, donc quelque part, mon père, entre guillemets, était indépendant de toute cette industrie-là quand il a, dans les premières années du domaine en tout cas, voilà, dès les premières années du domaine. Et donc voilà, en fait, là on se trouve dans les années 70, les parents découvrent le domaine, 73, 74, ils plantent les premières vignes, 78, premier millésime de rouge. Et là, un deuxième personnage intervient, c'est le professeur Émile Pénaud, qui était un grand œnologue bordelais. Exact, oui. Qui, je dirais, chaque vigneron a ses livres dans sa bibliothèque, parce que en matière de vinification, c'est un de ces maîtres qui amène un témoignage qui est vraiment dans une optique de respect, de surtout pas changer la face, le visage d'un vin, mais bon, c'est la vieille école, hein. Et donc Émile Pénaud, basé à Bordeaux, qui à l'époque, donc au moment du premier millésime, est sollicité par mes parents
bien sûr, il était à un âge où il était proche de la retraite. Il s'occupait de plus que 2 vignobles. Je crois que ça avait Latour et Mouton Rothschild. Et quand il reçoit une lettre de vigneron, pseudo-vigneron de l'Hérault, voilà, excusez-moi, mais j'ai pas le temps, quoi. Et il se trouve que, voilà, encore un deuxième hasard, un ami en commun se retrouve chez le coiffeur à Bordeaux. Cet ami revenait du domaine où il avait passé un week-end. À côté de lui, qui se trouve Émile Pénaud. Ils discutent. La discussion vient à parler de l'Hérault, de ce superbe week-end qu'il venait de passer. À Agnan. À Agnan. Et alors Pénaud dit, mais moi l'Hérault, j'ai un couple de fous qui m'écrit et qui me sollicite. Et enfin bon, voilà, ils se rendent compte qu'ils parlent des mêmes personnes. Et donc, finalement, quelque chose peut-être Pénaud a vu là un signe, et il accepte de faire une visite pour au moins rencontrer, sans s'engager en quoi que ce soit. Et il vient. Et je crois qu'il est tombé amoureux de ce lieu, a été convaincu de la typicité unique de cet environnement, s'est lié d'amitié avec mes parents sûrement, et a accepté, et je tiens à le préciser pour la mémoire de cette personne, a émis 2 règles qui l'honorent. On ne parlera jamais d'argent, en un, et ne me demandez pas de venir plus de 2 fois par an. Par contre, vous pouvez m'appeler entre 7h et 8h, voilà, tous les soirs. Donc il faisait cadeau de son savoir à vos parents. C'est voilà. Et putain, c'est un beau cadeau. Ça montre la hauteur d'esprit, quoi, du personnage. Après, quand un peu plus tard, certains journalistes lui ont demandé, mais pourquoi avez-vous décidé d'aider Thomas Gassac, vous qui êtes, vous n'avez pas besoin c'était pas dans sa façon de travailler en général de partir à droite à gauche comme aujourd'hui il existe des comment on appelle des flying winemakers. Ça veut bien dire. Expliquer écoutez, moi dans ma vie j'ai eu l'occasion de suivre et vinifier les plus grands crus. Et là, pour la première fois, j'avais l'occasion d'en voir naître un. Et pour moi, c'était un cadeau. Donc là encore, énormément d'humilité chez cette personne qui pouvait donner des leçons à beaucoup d'entre nous, en matière en tout cas de... Mais c'était un très grand écrivain aussi, hein, je veux dire, il avait cet humanisme, je crois, dont on a besoin pour voilà, parce que le vin, c'est beaucoup d'amour, quoi. Hein. Votre père, quand il s'est lancé dans cette aventure, il avait des connaissances en matière œnologique ? Sûrement en tant qu'amateur, aucune en termes techniques. Donc cet homme lui a beaucoup appris. Oui, complètement. Et aujourd'hui, quand on vinifie un millésime, c'est qu'est-ce que Pénaud lui a enseigné, et quand on hésite, on ouvre Pénaud, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas un choix propre après, hein, mais la base, ça reste cet enseignement-là, qui est une parole de sage, en fait. Hein. Donc, le premier millésime est parti de 73, alors ? Le premier millésime planté, 73. Premier millésime mis en bouteille. Le premier raisin qu'on a ramassé, 78. 78, premier rouge. Au bout de la 5e feuille, alors. Ouais. Vous allez fêter vos 30 ans cette année ? Oui. C'est en espérant qu'il pleuve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme ça, on ait une belle récolte. Parce que sans pleurer, on est quand même dans 2 années consécutives qui se suivent et qui, voilà, dans la région, un gros déficit d'eau. Et donc, après, une récolte inférieure. Voilà, donc j'espère que pour cet anniversaire, on aura un beau cadeau de la nature. Donc aujourd'hui, au niveau du vignoble Thomas Gassac, vous avez 50 hectares. Et comment est constitué l'encépagement ? Parce qu'on en parle beaucoup. On parle de 2 cépages ou 3 cépages, mais après, il y en a plein d'autres derrière que nous ne connaissons pas justement en général. Je voudrais juste préciser que vos 50 hectares sont tous sur la commune d'Agnan. Hein, tout à fait. Hein, donc ça, je trouve que c'est important quand même. Donc c'est justement. Ils sont très rassemblés, ces hectares. Alors ils sont donc sur le même terroir. Quasiment sur le même terroir. Enfin après sur le terroir unique que Jalbert a découvert,
on va dire qu'il se trouve sur 30 hectares parce que malheureusement ou heureusement, on peut pas, enfin, il est vraiment très limité. Donc là, on a planté le rouge uniquement. Et après, il y a du blanc, donc, ce qui représente 35%. Et donc là, on est sur un autre terroir qui est très intéressant, mais qui n'a pas la même singularité. Voilà. Le rouge, c'est un terroir graisse glaciaire, voilà, ce que l'on appelle, et le blanc, on est plutôt sur de l'argilo-calcaire, donc qui sont deux sols différents. Mais la disposition du domaine, c'est avant tout 50 petites clairières de vignes enfouies dans la garrigue. Parce que oui, nous sommes propriétaires de 50 hectares de vignes, mais on est propriétaire au total de 100 hectares. Donc ça veut dire que, alors qu'on aurait pu déboiser 100 hectares, on a conservé un îlot de végétation permanent autour de chaque vigne. Pourquoi ? Alors, bien sûr, esthétiquement, c'est un profond respect. C'est-à-dire que quand on arrive au domaine, la vigne est invisible. On ne voit que la montagne, la végétation, le chêne, la garrigue, les arbousiers, ainsi que la lavande sauvage et d'autres variétés. Et deuxièmement, cet esprit de plantation en clairière a un effet médicament. C'est-à-dire qu'on travaille sans produits chimiques. L'écosystème qui existait avant que l'on implique la vigne au milieu de la garrigue continue. Et puisque cette garrigue est toujours présente et de manière beaucoup plus importante que si on avait construit les vignes d'un seul tenant, elle a vocation de faire une barrière protectrice. Et troisième grand avantage, c'est au niveau aromatique. Ça draine des arômes qui sont un poumon d'oxygène pour chaque grappe. Et ça, voilà. Et j'invite tout amateur de marche à venir du côté d'Aniane s'il respecte l'environnement, à découvrir cet endroit qui vit et qui s'exprime pleinement. On peut se promener dans vos vignes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de clôture, vous laissez ça ouvert à tout le monde c'est fermé, les vignes sont fermées, enfin je veux dire, de toute façon, l'accessibilité, le domaine a des heures d'ouverture. Maintenant, quand quelqu'un vient déguster, il peut tout à fait aller marcher dans le domaine en nous le demandant, et ça, il n'y a pas de souci. Et je pense que voilà, on est dans des cadres qui méritent la marche. Enfant, vous avez beaucoup arpenté les vignes avec votre père ? Ouais, mais ou tout seul avec vos frères surtout avec les copains et les frères, avec pour faire les copines. Plein de cabanes. Non, nous c'était les cabanes. Les copines, c'est venu après. Les cabanes, c'était bien plus marrant. Et c'est vrai que justement, ça, le fait de garder beaucoup de garrigues, ça permettait de faire de superbes cabanes. D'accord. Où vous pouvez jouer à cache-cache. Voilà, exactement.
s'appelle Tsirani Tsar et c'est extrait d'une compilation qui, elle, se nomme The Soul of Armenia. Et vous êtes dans Viti Vinifera sur Radio Pays d'Hérault. Morcine de la cave au fil du vin et moi-même recevons Roman Guibert du Mas Domas Gassak à Agnan. On parlait de l'histoire du domaine, on a un petit peu parlé aussi de tout ce qui est cépage. Donc Morcine, je crois qu'il serait intéressant d'approfondir justement les pratiques du Mas Domas Gassak en matière de viticulture et du reste. Effectivement, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Domas Gassak, quand même, qu'on le veuille ou non, reste quand même le domaine référent dans le Languedoc-Roussillon par rapport au travail qualitatif qui a été fait. Et c'est vrai que moi, il y a des questions souvent qui reviennent à la cave de la part des clients qui me posent toujours la question, c'est quoi les autres cépages qu'ils mettent, comment ça se passe, comment ça se fait qu'ils sont en 20 pays, des choses comme ça. Donc je tenais juste, entre parenthèses, à rappeler aux auditeurs qu'il y a les AOC et les 20 pays. Alors dans les AOC, nous avons 5 cépages qui sont autorisés, c'est Syrah, dans la région je parle, dans le Languedoc-Roussillon, c'est Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre et Cinsault. Après, lorsque le vigneron y met d'autres cépages que cela, il passe automatiquement en 20 pays. Mais ceci n'est pas systématiquement gage de qualité, la preuve en est avec le Domas Gassak. Alors moi, la question que j'aurais aimé te poser, Roman, je sais qu'il y a du Cabernet dans ton vin, il y a de la Syrah également. Et les autres cépages, c'est quoi les autres cépages? Parce que tout le monde me pose cette question. Tu veux que l'INAO vienne nous arrêter, hein? Mais non, je sais que vous êtes dans la légalité. Je sais que ton père est toujours dans la légalité. Oui, c'est pour ça qu'il a duré, justement. Bien sûr. Donc, 80% de l'assemblage du rouge, c'est le cépage roi que l'on appelle Cabernet Sauvignon. Et je tiens à dire non cloné, c'est-à-dire d'avant-guerre, c'est-à-dire chaque souche a sa propre personnalité, produit un rendement sans faire de vendange en verre qui ne dépasse pas les 40 hecto-hectares, voire beaucoup moins certaines années, et a surtout une surface foliaire qui est très développée. Voilà. Ça, c'est un aspect vraiment très important parce que ça marque la personnalité du domaine. C'est ce fait que chaque cépage a été pris sur bouture à partir de plants issus de sélection massale. Et on y tient. Après les autres cépages, c'est vrai qu'il y a un petit peu de Syrah, il y a un petit peu de Cabernet Franc, il y a un petit peu de Merlot, donc un autre cépage bordelais. Un petit peu de Pinot Noir aussi, qui est donc un cépage bourguignon. Qui amène normalement la fraîcheur. Voilà, mais avec les belles températures qu'on a en été, qui a difficile. Quand même, qui est un petit peu écrasé par cette chaleur. Et puis il y a une collection vaste de cépages étrangers, qui est un petit peu comme cette image que j'aime bien, cette pincée de sel et de poivre qu'un grand chef mettra sur le dessert. Ou d'épices, mais qui ne dévoilera pas. Et chacun mettra ce qu'il pourra. Je peux vous dire quelques anecdotes. Je tiens à dire aux auditeurs que Roman a un regard très coquin quand il nous parle de tout ça. C'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des cépages italiens, notamment le Nebbiolo, le Dolcetto. C'est italien, ça, ouais. Ouais, italien. Et il y en a quelques 3-4 autres plantés. Et puis il y a un cépage très intéressant qui s'appelle l'Areni, qui pousse sur le mont Ararat en Arménie. Et faut dire que mon père est vraiment collectionneur là-dessus. Et il se trouve qu'on a eu un stagiaire arménien. Et ce mont Ararat, alors, on en parle dans la Bible. La légende explique que l'arche de Noé s'est posée sur ce mont-là et que c'est donc le plus vieux cépage au monde. Donc qu'on se le dise. Et puis enfin le Néerleskol qui propose des grappes qui là aussi une belle légende sur les papyrus égyptiens. On voit sur certains dessins deux personnes qui portent une énorme grappe. Voilà. Et ça serait le Néerleskol qui propose des grappes qui font plusieurs kilos. Et c'est vrai que si on monte des vendanges, c'est quand même les plus grosses grappes. Elles font pas 10 kilos, mais elles proposent quand même un bel aspect. Donc ça, c'est les cépages rouges. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente quoi la proportion de tous ces cépages? Ça veut dire ça représente 20% sur le reste? Voilà, les premiers cépages que j'ai cités, c'était 10%. D'accord. Et le reste, c'est vraiment Cabernet petite pincée. D'accord. Ouais. Donc la base, ça reste quand même les cépages entre guillemets les plus nobles. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Malbec, Tanat. Oui, d'accord. Ouais, c'est des cépages qu'on arrive à trouver ici encore. D'accord. Oui. Ok.
Et sur les blancs. Et sur les blancs... Parce que moi, j'adore tes blancs, mais... sur les blancs, alors je me là, pose c'est toujours la une question. création qui date complètement originale parce que autant rouge, c'est vraiment Pénaud qui a initié cela, autant le blanc, au cours des lectures qu'a fait mon père, il a émis, je crois, est né en lui cette envie de faire un blanc. Et l'assemblage est chardonnay, donc Bourgogne, un cépage originaire de Bourgogne, Viognier, qui est un cépage originaire de la vallée du Rhône, de Condrieu, Petit Mansin, qui est un cépage qui amène énormément de fraîcheur et qui vient de la vallée du sud-ouest, dans le Jurançon. Ouais. Et enfin le Chenin Blanc, qui est un cépage de la Loire. Donc là, en gros, on est sur 4 cépages qui viennent de 4 régions d'origine différentes. Donc obligatoirement, on est en 20 pays. Voilà. En l'occurrence, 20 pays de l'Hérault. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on arrive à trouver toute cette complexité aromatique dans vos vins blancs. Je pense que ça y contribue fortement et surtout au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chaleur dans notre région et c'est vrai que certains de ces cépages que l'on amènent une colonne vertébrale d'acidité qui fait que là où parfois on a de la lourdeur, là on a énormément de fraîcheur. Ce qui, quand on déguste un vin en même temps que l'on mange, cette fraîcheur, Morcine, toi tu me contrediras pas, c'est indispensable dans l'accord mets et vin. D'accord, bien sûr. Et justement, par rapport à cette histoire 20 pays AOC, donc tous vos vins sont en 20 pays, si je comprends bien? Tous nos vins sont en 20 pays. Et ça vous pose aucun problème. Vous n'auriez pas préféré être en AOC. De toute façon, maintenant, avec la réputation que vous avez, finalement, 20 pays, cette appellation-là, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, non. Parfois, c'est vrai que certains restaurateurs parisiens, notamment, qui n'ont pas forcément de sommelier, ça leur fait un petit peu mal de mettre sur la carte 20 pays parce qu'ils se disent le client, j'aurai pas le temps de lui expliquer, donc ça aura du mal à être vendu. Voilà. Maintenant, nous, au contraire, je crois que c'est grâce à ça a permis d'identifier mieux le domaine. Mais au début, ça a été très dur parce qu'il n'y avait pas tout ce soutien d'un organisme derrière. Mais aujourd'hui, on est satisfait de cette situation. Et aujourd'hui, en plus, je crois que vous avez 2 gammes de vins. Il y a la gamme Domas-Gassac, un rouge, un blanc. Un rouge, un blanc. Et après, à côté, vous avez la gamme Moulin-Gassac. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une différence de travail qui est faite entre ces deux gammes, oui. Ces 2 vins? Alors très rapidement, Domas-Gassac, donc propriété récoltant à Agnan, et Moulin de Gassac, cette histoire est née en 92. L'Union européenne propose des primes d'arrachage à l'ensemble du Languedoc, histoire de le faire disparaître très rapidement. On donne un cadeau, mais en fait, on sait la finalité. Mon père, c'est vrai que on avait l'opportunité de développer sur Agnan peut-être un deuxième vin, mais à vrai dire, on n'avait pas forcément les terroirs qui convenaient. Donc, on s'est lié, on a d'abord fait un tour d'horizon et on a regardé un petit peu les terroirs qui étaient intéressants. Et on a proposé d'abord à Villeveyrac, pour les rouges, la cave coopérative de Villeveyrac, qui a un fabuleux terroir, un partenariat. Et on a sélectionné différentes parcelles sur lesquelles on sélectionne donc les raisins et on vinifie. Et on établit depuis 92 8 à 9 cuvées, qui sont toujours les mêmes. Donc, le gros avantage que l'on a, c'est que le viticulteur à qui appartient la vigne la travaille selon notre cahier des charges. Donc, il y a quelqu'un pour s'occuper de la vigne d'une manière vraiment choyée. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est technique et commercialisation. Et la vinification, c'est et vous, la vinification, c'est nous aussi. Ça, c'est nous aussi. Et ça nous permet de proposer une alternative à des vins en termes de prix comme Domas-Gassac. Et ben là, on démarre à 4,50 €, 5 €. Et c'est aussi bien parfois de boire des vins pour tous les jours, d'avoir ce côté un peu plus insouciant, voilà, de prendre le vin un peu plus comme un produit alimentaire et avec lequel on va se régaler d'ailleurs. Hein. Et le Moulin-Gassac, les vignes sont où? Alors, pour les rouges, tout autour de Villeveyrac. Pour les blancs, on est autour de Puy-Laché et de Paulhan. Voilà. Donc, qui avait un terroir avec beaucoup des raisins qui avaient beaucoup de fraîcheur et c'est pour ça qu'on n'a pas fait au même endroit. Et c'est vinifié au mas Domas-Gassac à Agnan on a nos cuves sont toutes
sur place là-bas, qui nous permet de... De toute façon, légalement, on aurait du mal à mélanger les deux, on ne peut pas. Donc, on est obligé de séparer cela. Mais ça nous permet, je veux dire, de travailler dans un espace qui est un bel espace et vraiment d'avoir cette sélection de manière la plus qualitative possible. Et bien sûr, vous avez bénéficié de la réputation d'Omas Gassac pour lancer aussi le Moulin de Gassac. Nous n'avons pas d'appellation, donc notre appellation, quelque part, c'est la certification que Domas Gassac est derrière. En tout cas, on y met toute notre envie et notre amour de la même manière. Ça représente quoi comme volume, le Moulin de Gassac, par rapport au mas d'Omas Gassac? Alors, notre gamme, à proprement parler, c'est 400 000 bouteilles sur Moulin de Gassac. Après, on fait une distribution à l'export sur d'autres cuvées. Et au total, on atteint un peu plus d'1 million de bouteilles. Mais les deux, non, juste sur les moulins de Gassac. D'accord. Donc, c'est vrai que maintenant, je pense à ce vin qui s'appelle Guillem, faisant signe et un clin d'œil à l'abbaye de Saint-Guillain-le-Désert. Ce vin-là, on en fait 300 000 bouteilles, ce qui est rien du tout. C'est-à-dire que Domas Gassac en rouge, on en fait 200 000. Donc, on propose un vin qui coûte 4,50 €, alors que c'est vraiment un vin qui est sur des dimensions complètement humaines. Voilà. Là où d'autres en font des millions et des millions. Donc un gage supplémentaire, en tout cas à mon sens, de qualité et de concentration. Et donc aujourd'hui, par exemple, le Moulin de Gassac, c'est une gamme qui est réservée aussi, qui est distribuée de la même manière que les Domas Gassac, j'imagine, chez les cavistes, les hôtels, les restaurations. La seule différence, c'est que souvent on est en rupture avec Domas Gassac. Ouais, je me suis rendu compte. on l'est moins avec Moulin de Gassac, voilà. Mais on distribue les deux de la même manière, tout à fait. Dernière ligne droite, on va dire, de l'émission Vitivinifera. On va aborder bientôt la partie dégustation. Et bien évidemment, on dégustera du Domas Gassac aujourd'hui. Oui, parce que Roman nous a fait le plaisir de nous amener un brut de cuve sur le dernier millésime qui n'est même pas encore sorti, donc merci. Un échantillon, voilà. Vous l'avez tiré de la cuve. Voilà, ce matin là. Ce matin, ouais. Donc on verra ça tout à l'heure. Comme même pas que j'en aurais assez pour vendre à la cave, mais tant pis. Décidément. Et Morcine, on voulait aborder un peu la commercialisation. Oui, c'était pour savoir un petit peu Guibert. que constitue la proportion en fait, au niveau commercialisation de la gamme Domas Gassac. Moulin de Gassac, c'est... Alors, même en général, hein, je ouais, veux dire... Le client privé et la part de la vente au client privé est très importante. Pourquoi ? Parce que, entre guillemets, c'est les premiers initialement qui, quelque part, nous ont fait confiance. Et donc, aujourd'hui, ça représente 40%. Voilà. Après la proportion France-export, on peut dire qu'on fait 60% France et le reste à l'export. Voilà. Alors on est présent dans plus d'une 50aine de pays dans le monde. Donc c'est vrai, c'est des marchés plutôt de niche. Hein. On ne sait pas plusieurs palettes parce que la production est limitée de toute façon. Mais nos marchés principaux, c'est à l'étranger, c'est l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Hollande et puis nos amis belges aussi. Ce qui peut nous faire dire qu'aujourd'hui le domaine Domas Gassac est mondialement présent. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Et une reconnaissance mondiale aussi. Et le Moulin de Gassac, c'est un peu pareil ou c'est moins Complètement. fort? Si. C'est vrai qu'un importateur qui importe le Domas Gassac, en toute honnêteté, il n'a pas de raison qu'il ne prenne pas aussi du Moulin de Gassac. On ne force personne, mais c'est vrai que je pense que c'est comment dire, il a tout intérêt puisque ça sera un appui aussi pour faire connaître. Pour faire accéder à ce vin un peu plus complexe de Domas Gassac. Moi, j'aimerais justement évoquer le film de Jonathan Nociter, Mondovino, puisque votre père, d'ailleurs, intervient dans ce film. Et puis, c'était aussi à l'époque où, à Agnan, un domaine il y avait le projet de vendre toute une partie de terre à un groupe, une winery américaine. Donc, vous êtes allé en Nouvelle-Zélande, donc on l'entend, vous vendez beaucoup à l'étranger. Quel regard vous avez, justement, par rapport à cette mondialisation ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que la France a à y gagner ou plutôt à y perdre par rapport à son identité au niveau du vin ? Non, la mondialisation... c'est incontournable de toute façon. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, c'est pas mon choix, quoi. Mais si j'avais le choix, je serais contre.
je serais contre parce que... Même pour vendre vos vins? Non, mais ça n'empêche pas. Je pense que d'avoir une facilité de transport pour faciliter le commerce n'est pas obligatoirement, n'induit pas obligatoirement à ce qu'il n'y ait plus que 5 domaines qui vendent du vin en France. Parce que la mondialisation, voilà, c'est souvent, ça a tendance un peu à regrouper tout, quoi. Donc, je pense que de toute façon, la marche est en route, mais j'espère et je pense qu'il va se créer des productions de résistance où ceux qui n'auront pas simplement l'appât du gain, mais avant tout l'amour de ce qu'ils font, pourront exister. Et je pense que l'amateur, puisque c'est vrai, on parle de consommateur, mais dès qu'on parle consommateur, ça a un son un peu industriel, hein, mais l'amateur de produits artisanaux et originaux pourra, mais il faudra qu'il se donne les moyens, quoi. Donc je crois que l'accessibilité sera peut-être réduite, mais ça sera avant tout un choix que chacun a, et on l'a déjà, parce que quelque part, bon, la mondialisation, ça a permis de faire apparaître un truc qui s'appelle Internet. Moi, en l'occurrence, ça m'arrive d'acheter mon bœuf d'Aubrac, hein, des entrecôtes de bœuf d'Aubrac. Je fais la pub, le site s'appelle Artisanat, superbe site qui vend des produits agricoles uniquement, qui vient de l'Aveyron. Donc merci quelque part, et ça facilite l'accès à... Voilà, plein de choses. Voilà. Mais pour en revenir justement à Mondovino, est-ce que par exemple un film comme ça vous a fait connaître dans le monde? Je pense que oui, et en sûr. France aussi. Non, mais c'est sûr que ça a fait de la publicité. Maintenant, mon analyse un peu approfondie, c'est que c'est un documentaire pas élitiste, mais c'est pas grand public quand même. Donc c'était plutôt les gens qui vont aux diagonales, qui allaient voir, qui ont vu Mondovino. Et il se trouve que les gens qui vont faire la démarche de boire un vin de pays, ce sont plutôt ces mêmes gens-là. Voilà. Donc mon analyse, c'est que ceux qui ont vu Mondovino étaient souvent déjà connaisseurs d'Omas Gassac. Là où ça a été superbe, c'est que ça a fait naître un débat. C'est-à-dire, est-ce que, pour des raisons économiques, il faut dire oui à tout, ou bien est-ce qu'il faut être intransigeant sur un idéal, à savoir, la garrigue, elle existe, on la respecte. Quand on a un choix entre 50 hectares en friche existants ou des boisements de 50 hectares, est-ce qu'il faut se battre pour faire respecter et qu'on ne déboise pas la garrigue, ou bien est-ce que non, le pognon c'est la finalité, dans ce cas-là on laisse tout faire, voilà. Bon, Morcine, le débat est lancé, peut-être qu'on peut relever le challenge pour notre émission de fin d'année qui se passe en général en direct de la cave au fil du vin, oui, avec plein de viticulteurs. On pourra en parler, ça on va le noter, et comme ça beaucoup de vignerons pourront donner leur avis là-dessus, effectivement. Mais là, on va passer à la partie dégustation, parce qu'il reste quelques minutes dans Vitivinifera aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, on va commencer à ouvrir cette bouteille que nous a amené Roman. Alors, c'est un rouge qui nous a amené, millésime 2006. Alors, c'est un millésime qui n'est pas encore en bouteille. Hein. Ouais. Donc, nous, on le déguste, mais les auditeurs, consommateurs devront attendre quand pour l'avoir en bouteille? Alors on vient de le mettre, alors il va être mis en bouteille aux alentours de mars, voilà. Et donc ce vin en fait est déjà vendu notamment par Morcine. Par Morcine, non, pas que par Morcine, il n'a pas assez Morcine. Il en voudrait plus Morcine justement pour au fil du vin. Mais c'est un autre millésime. C'est sujet délicat. C'est pas ce millésime là. Alors celui-là si, parce qu'en fait nous vendons sur réservation en fait. D'accord. Donc en septembre-octobre, on propose le vin sur réservation, soit chez votre caviste, soit au domaine en faisant la demande. Maintenant, voilà. Alors Morcine, tu ne le découvres pas? Tu le connaissais déjà? Non, je le découvre. Tu le découvres avec toi. Ça c'est bien. Alors, vas-y, dis-nous tout. Tu es surpris? Oui, je suis surpris par le nez qui est très noyau de cerise. Fruits rouges, pas mal de fruits rouges, noyau de cerise, cassis un petit peu. Alors, au niveau technique, c'est vrai qu'on est sur une année avec une concentration hors norme. Mais c'est une concentration naturelle. Hein, vous faites combien d'hectolitres à l'hectare? Là, cette année, on est plutôt autour de 25-30, quoi. Alors que normalement, on essaie d'être plutôt aux alentours de 35. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas un choix. Ça, c'est le rendement est naturel.
La vigne donne 3 grappes, 4 grappes, 5 grappes. On n'intervient pas là-dessus. Donc c'est vrai que nous sur ce millésime-là, hier encore, je l'ai dégusté avec mon père et mes frères. Et ça, j'aimerais bien faire la petite souris et venir Ouais. vous écouter quand vous dégustez en famille. Là. c'est sympa, c'est un petit peu religieux. Chacun à son tour, on donne notre avis. Et après, Il faudrait qu'on cache des micros dans ces moments-là. hein, Ouais. Martine. Micro caché, ouais. Mais non, c'est bien parce que chacun s'exprime et puis il y a, vraiment on dit ce qu'on ressent, quoi. Il n'y a pas de vérité, hein, c'est vraiment de la C'est de la spontanéité. de la là. spontanéité, voilà. Et en tout cas là, il y avait une totale harmonie dans notre dégustation qui était que on est ravis de ce millésime. Et qu'à l'époque où on pourrait le servir à table dès aujourd'hui, c'est sans problème, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très vineux, avec une élégance et une finesse au niveau des tanins. On n'a pas du tout de verdeur comme on peut l'avoir sur des millésimes jeunes, qui est normal hein, d'ailleurs hein, d'avoir cette verdeur. Mais là, voilà, on a... Et on reste sur quelque chose qui je pense, va tenir dans le temps, mais Ouais. bon, ça, on verra. Hein. Ben, de toute façon, vu l'acidité qu'il y a dessus, qui est droit, hein, c'est très droit, il y a une acidité qui est très franche. Et puis en plus, il y a une structure tannique qui ne nous prend pas le dessus, en fait. C'est très soyeux, c'est très rond. Et il y a toujours cette fraîcheur-là qui est là. D'ailleurs, c'est pour ça que, quand ils disent que c'est des Vanguard, les rouges de Thomas Gassac, je confirme, quoi. Parce que j'ai eu la chance de goûter des vins un peu plus vieux que ça. Parce que j'en ai quelques-unes dans ma cave à l'époque où je traînais chez eux, justement, pour acheter quelques bouteilles pour Quand ma tu cave n'étais perso. qu'amateur. J'étais qu'amateur. Donc, mais pour en revenir à ce vin que nous sommes en train de déguster, c'est vrai que c'est très très joli comme vin. C'est très équilibré, il y a une belle franchise, c'est droit. Et il y a du fruit en plus, il y a du fruit rouge qui est là, quoi. Aussi bien au nez qu'en bouche, quoi, qu'on ressent ce côté cerise, noyau de cerise, cerise à l'eau de vie, peut-être même en fin de bouche. Et ça, c'est excellent. Ben, merci Félicitations. beaucoup à tous les deux, en tout cas. Alors ça, c'est une bouteille qui est vendue combien à la Alors cave ça, c'est vendu à la cave pour le moment 40 €. 40 €, Je voilà. crois que c'est pareil au domaine, il me semble, ou dans ces eaux-là. Voilà, mais il nous en reste plus. Je De sais, toute façon, il y en a je plus. sais. Ne remets pas le couteau sur la plaie, je t'appelais mon ami. Merci beaucoup. Vitivinifera se termine. Merci Roman, merci Morcine. Merci La Isabelle, Merci merci beaucoup pour Roman cette d'être invitation. de ta disponibilité. revoir. Merci. À la prochaine. À la prochaine.